Il va être 20h et on va pouvoir vous donner ces premiers résultats du premier tour des élections municipales 2026. Et le premier résultat qu'on peut vous donner, c'est à Perpignan où Louis Alliot serait réélu dès le premier tour avec autour de 51,4% des voix. Ce soir, Louis Alliot réélu pour un nouveau mandat, donc à Perpignan. C'était une des grandes questions de la soirée. On devrait pouvoir aller au Havre maintenant. Regardez, on va découvrir ensemble les résultats qui devraient apparaître sur l'écran tout de suite. Le résultat et les premiers résultats de ce premier tour au Havre que l'on attend un petit peu. Au Havre, pour le moment, on ne les a pas. En tout cas, Édouard Philippe serait largement en tête. On n'a pas les chiffres encore qui apparaissent pour le moment, mais en tout cas, c'est cela. On ira à Calais maintenant. À Calais, où Natacha Bouchard serait réélue pour un nouveau mandat. 59,5% des voix pour la maire sortante Natacha Bouchard, donc pour un 4e mandat à Calais. On va aller à Besançon. On va regarder si ces résultats apparaissent cette fois-ci. Oui, effectivement, avec 39,6%. C'est la liste de Ludovic Fagot, républicain, qui est en tête devant la liste d'Anne Vigneault. Les écologistes et les alliés à 33,6% à Besançon pour ce second tour. Ça sera serré. Nous avons également les toutes premières estimations à Toulon. On a beaucoup parlé de Toulon. Est-ce qu'elles vont s'afficher sur l'écran? Toulon ou Laure Lavalette pour le Rassemblement national attend énormément de ce premier tour. Est-ce qu'on peut avoir les toutes premières estimations? Vous les avez? On ne les a pas encore. On y va. À Toulon, ça ferme à 19h. Les bureaux de vote remontent lentement, ce qui veut dire aussi que ça a mobilisé. Et puis n'oubliez pas que parfois, dans certaines villes, on a pu avoir plusieurs votes en même temps, ce qui ralentit aussi le dépouillement. Mais est-ce qu'on a les résultats, en tout cas de ce premier tour à Lille? On attend cela avec impatience, bien évidemment. C'est ce qu'on pouvait avoir ici. Et on va prendre maintenant, d'accord, la direction du Havre avec Thierry Curtet. Thierry, est-ce que vous avez, vous, ces résultats du premier tour? On n'arrive pas à les avoir en visuel, mais vous avez probablement des éléments. Thierry. Vous ne les avez pas, mais moi je les ai. Je peux vous dire que Édouard Philippe réalise 43,76% au premier tour, que Jean-Paul Lecoq, qui conduit la liste de gauche, est 10 points derrière, 33,25%. Et il y aura une triangulaire, car Franck Keller, qui conduit la liste UDR-RN, fait 15,3%. C'est une avance assez confortable pour Édouard Philippe. La liste de gauche ne pourra recevoir que le renfort de la liste LFI, qui ne fait que 4%. Donc on peut dire qu'Édouard Philippe est en position assez favorable et est en train de réussir son pari. Merci à vous Thierry Curtet. Au Havre, c'est un des premiers enseignements. Quelle analyse vous avez, Benjamin Duhamel, sur le score d'Édouard Philippe au Havre? Oui, il y avait eu un sondage pendant cette campagne qui avait donné des sueurs froides à l'équipe d'Édouard Philippe, puisqu'il donnait les deux premiers au touche-à-touche et Édouard Philippe perdant au second tour. Là, l'enseignement ce soir des résultats, c'est qu'Édouard Philippe est en très bonne position à 43%. Bien sûr, il y a une campagne de second tour, sondages, finalement. Mais absolument, là, sur les résultats, lui qui a lié le résultat de sa campagne et le résultat de l'élection municipale au Havre à son destin national, ce soir, dans l'entourage d'Édouard Philippe et Édouard Philippe lui-même, on est extrêmement soulagé du résultat du Havre. Voilà cet enseignement important. Jean-Baptiste, quelques premiers résultats également? Où c'est la maire sortante écologiste qui est devancée là ce soir par le candidat LR et allié Ludovic Fagot. 39% pour le LR, 33% pour la maire sortante de Besançon, Anne Vigneault. Et ils seront potentiellement 3 qualifiés au second tour avec la liste LFI qui dépasse les 10%. À Bastia, là, potentiellement 4 listes qualifiées pour le second tour avec le président de Lille, Gilles Simeoni, le nationaliste, largement en tête à 35%. Le divers droite, Julien Morganti, qui pourrait regrouper tous les antinationalistes autour de lui, mais ils sont potentiellement 4 qualifiés pour le second tour dimanche prochain. Et puis Ajaccio, là aussi une possible triangulaire avec le divers droite Stéphane Braxia qui est largement en tête. Et puis Toulon qui vient à l'instant de nous parvenir. On parlait de Toulon avec Laure Lavalette pour le Rassemblement national, largement en tête, 42% devant la maire sortante, 28% José Massy. Mais là aussi une possible triangulaire. Il faudra voir s'il y a bien sûr des alliances, des fusions avec le candidat LR. Alors, on va rester sur ces chiffres-là et une première analyse de Toulon qu'on attendait
Benjamin. C'est intéressant, Jean-Baptiste vient de le dire. On voit alors Lavalette qui est effectivement un score très important, qui est 14 points au-dessus de José Massy. Sauf que si vous regardez ceux qui sont en capacité de se maintenir et la possibilité qu'il y ait une union, un front contre Laure Lavalette en perspective d'un second tour, c'est pas du tout gagné parce que si vous ajoutez, même si la politique est affaire de dynamique, si vous faites 28 plus 16, ça fait 44. Donc Laure Lavalette est en bonne position, mais elle n'a pas plié le match. Et donc on regardera très attentivement, notamment ce que feront les 2 et les 3, José Massy et Michel Bonus. Il y en a un qui a plié le match, comme vous dites, c'est à Perpignan, Louis Alliot, où on retrouve tout de suite Valentin Châtelier. Il est réélu. Oui, exactement. Les dernières estimations d'Ipsos placent Louis Alliot du Rassemblement national à 51,4%. Dès le premier tour, on est ici au QG de Louis Alliot. On a entendu il y a quelques minutes de nombreuses... Écoutez, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella. La bonne tenue d'un rendez-vous démocratique tant attendu. Il faut dire que c'est des estimations. Les assesseurs, les candidats, les élus et bien sûr les électeurs pour le choix qu'ils ont exprimé ce jour dans les urnes. Ce soir, dans nos territoires ruraux notamment, des milliers de communes connaissent d'ores et déjà le nom de leur maire, qu'ils en soient félicités. Je me réjouis que plusieurs maires sortants du Rassemblement national aient été réélus ce soir, dès le premier tour. C'est le cas ici à Beaucaire dans le Gard, où Nelson Chaudon et sa liste sont plébiscités avec près de 60% des voix. Leur reconduction est la reconnaissance d'un travail sérieux, d'une gestion honnête et d'un engagement constant au service de l'intérêt général. Dans les communes que nous dirigeons, nous avons prouvé qu'une politique de bon sens, d'ordre, dans la rue comme dans les comptes, pouvait améliorer concrètement la vie quotidienne des Français. À l'issue de ce premier tour marqué par une participation en hausse, les Français ont exprimé leur volonté avec clarté et ce soir encore une aspiration profonde au changement. Dans la suite logique des élections européennes et législatives, ces résultats révèlent une attente que nous savons immense, celle d'élus proches des Français, attachés à la sécurité et au pouvoir d'achat, à la réduction des impôts et de la bureaucratie, ainsi bien sûr qu'à la défense de toutes les valeurs qui fondent notre pays. Dans de nombreuses communes, les candidats du Rassemblement national arrivent en tête du scrutin ou sont en bonne position pour l'emporter dimanche prochain. Françaises, Français, je vous appelle donc à confirmer votre vote partout en France et à amplifier la dynamique. Je vous appelle à vous choisir des maires profondément patriotes qui seront la voix de l'alternance et du redressement de la nation. Lorsque nous sommes qualifiés pour le second tour, nous nous maintiendrons pour permettre à tous les Français de se choisir les meilleurs avocats qui soient. C'est un vote, je le rappelle, à la proportionnelle. Plus vous voterez RN, plus vous aurez d'élus patriotes pour vous défendre. Enfin, dans d'autres villes, le second tour verra s'opposer des listes attachées à l'ordre et aux valeurs républicaines à des listes dominées par l'extrême gauche. Dans ces situations, je le dis, chacun doit prendre ses responsabilités. Partout où le contexte local le permet, le Rassemblement national tend la main aux listes de droite sincères, aux listes indépendantes et à tous ceux qui refusent à la fois le désordre de l'extrême gauche et la dilution dans le macronisme. L'intérêt des Français, la stabilité de nos communes et la défense de nos valeurs doivent passer avant les calculs partisans. Mes chers compatriotes, dimanche 22 mars, dans 7 jours, votre vote peut changer le visage de nombreuses villes françaises. Partout où cela sera possible, choisissez le changement. Partout où cela sera nécessaire, empêchez la victoire de l'extrême gauche. Partout, votez pour vos convictions, en soutenant les candidats de l'alliance formée par le Rassemblement national, par Marine Le Pen et nos alliés de l'UDR, le parti d'Éric Ciotti. Le changement n'attend pas 2027. Il commence dès dimanche prochain, il commence dans 7 jours, dans vos communes. Vive la République et vive la France. Voilà pour la prise de parole de Jordan Bardella, première prise de parole ce soir. Que retenir de ces propos, Benjamin Duhamel ? D'abord que quand on est responsable politique, la volonté de parler très vite et très tôt, c'est pour donner le ton des analyses qui seront faites dans cette soirée électorale. Et les éléments de langage. Absolument, vous avez raison. D'excellents résultats à Perpignan puisque Louis Alliot est élu au premier tour. Laure Lavalette qui est très haut à 42% dans les estimations à Toulon, même si il faut rester prudent puisqu'on a vu que les deuxièmes et troisièmes étaient en capacité éventuellement d'aller dans un second tour qu'il y ait match. Et c'est important ce que dit Jordan Bardella sur les alliances, puisqu'on voit bien là tout de suite dans le discours, et on en a beaucoup parlé
parlé dans l'heure qui a précédé. Jordan Bardella qui tend la main à ce qu'il appelle les listes de droite sincères quand il y a des dangers contre l'extrême gauche. Et là, on voit bien qu'il y a une volonté de retourner le stigmate du cordon sanitaire qui, pendant des années, a isolé l'extrême droite. Là, on voit bien que Jordan Bardella tend la main directement aux électeurs de droite dans des situations où il y aurait un danger, dit-il, de l'extrême gauche. Brice Teinturier, quels sont déjà les premiers enseignements à tirer? Est-ce qu'il y a déjà des enseignements nationaux à 20h10? Je crois que ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'on a bien deux mécaniques différentes entre les grandes villes et le reste du pays. Et ça, c'est important. Il y a véritablement de la mobilisation quand il y a de l'enjeu, et l'enjeu, il est dans les grandes villes. On a une mobilisation qui semble aussi assez forte, d'après les premiers éléments que j'ai, auprès des jeunes, sur des villes qui sont des villes populaires et que vise la France insoumise. On a au RN, et on le voit ici, des succès en tous les cas qui pointent à Perpignan et un peu ailleurs, ce qui va nourrir l'argumentaire du RN en disant, voyez, quand on est au pouvoir, les électeurs nous apprécient. Et donc c'est un point important de crédibilisation, évidemment, du RN. Et on n'a pas suffisamment encore d'éléments pour dire en ce qui concerne les LR-LPS où on en est véritablement. Il n'est que 20h10, bien sûr. On va retrouver Valentin Châtelier à Perpignan. Valentin, on vous a coupé la parole tout à l'heure avec l'intervention de Jordan Bardella. Dites-nous tout. En tout cas, une chose est sûre, Louis Alliot a été réélu. Oui, exactement. D'après les premières estimations d'Ipsos, Louis Alliot ferait 51,4% dès le premier tour, ce qui lui permettrait d'être réélu directement sans second tour. Alors, il y a quelques minutes, juste après 20h, on a entendu dans la salle qui est derrière nous de nombreux applaudissements. Il y a Louis Alliot, il y a ses proches qui sont à l'intérieur, qui se félicitaient effectivement de ce score au premier tour. Et c'est vrai que c'est la preuve de l'enracinement ici du candidat Louis Alliot. Au premier tour, en 2020, il avait fait 35,66% des voix. Là, il fait beaucoup plus. On attend la prise de parole ici de Louis Alliot dans quelques minutes. Prise de parole de Louis Alliot. On attend aussi, Laurent, la prise de parole d'Édouard Philippe, qui est donc haut ce soir, c'est ce qu'on peut dire, au Havre. Et puis, on attend aussi la prise de parole d'Olivier Faure. On part à Toulon, retrouver Gaspard de Florival au QG de Laure-la-Valette. Quelle est l'ambiance là-bas? Elle est haut, elle aussi, Laure-la-Valette, autour de 42%. Ce sont des estimations, hein, on précise. Oui, Laure-la-Valette qui arrive en tête, 42%, vous l'avez dit, devant la maire sortante d'hiver droite, José Massy, 28%, et le sénateur LR Michel Bonus. Alors Laure-la-Valette, elle doit prendre la parole ici dans quelques secondes, mais son score, eh bien, s'il est confirmé, il serait plus de 2 fois supérieur à celui réalisé par le RN ici, il y a 6 ans. Vous savez, pour le Rassemblement national, Toulon, c'est une ville clé, c'est une ville stratégique pour poursuivre son implantation territoriale et pour, évidemment, se mettre en ordre de bataille avant la présidentielle l'an prochain. La question qui se pose désormais, eh bien, c'est de savoir si le candidat LR arrivé 3e eh bien, se ralliera à la liste de la maire sortante José Massy. Ce sera évidemment tout l'enjeu de cet entre-deux tours ici à Toulon. Oui, on va prendre maintenant la direction de Nice, où effectivement on commence à dépouiller. Audrey Richier, vous êtes à l'hôtel de ville. On est bien évidemment impatient de connaître un petit peu les premières estimations, les premiers résultats de ce duel à Nice. Oui, le dépouillement a commencé à 20h pile, pas une minute de retard ici dans la salle des mariages de l'hôtel de ville de Nice. L'urne a été renversée, puis les bulletins ont été répartis entre les 3 tables que vous voyez ici. Les assesseurs sont présents, ils ouvrent une à une les enveloppes pour dépouiller et trouver au plus vite le résultat de cette élection qui arrivera un peu plus tard dans la soirée puisque les bureaux de vote ont fermé ici à 20h. Mais effectivement, tout le monde est impatient de connaître le résultat entre ce duel annoncé fratricide entre Christian Estrosi, le maire sortant qui brigue un 4e mandat sous l'étiquette Horizon, et Éric Ciotti, le candidat qui rassemble l'extrême droite. Résultat d'ici, je pense, une petite heure. Merci Audrey. On attend Jean-Baptiste Marteau qui va nous faire un petit point sur les premiers résultats qu'on peut vous donner. Ça y est, Jean-Baptiste, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à cette heure, à 20h13? Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qui est des résultats certains et quelles sont les estimations? Alors, on n'a pas encore le chiffre précis, mais effectivement, Édouard Philippe largement en tête, on le disait, effectivement, au Havre. Ça, c'est l'une des informations principales de la soirée qui est en train d'être affinée par toutes les équipes sur place. Sinon, on va revoir effectivement les derniers résultats qui nous sont parvenus et les estimations
bien sûr, avec nos partenaires, peut-être d'abord Toulon. Je ne sais pas si on va le revoir avec, on le disait, Laure-Lavalette, certes, est largement en tête, mais potentiellement inquiétée par les deux listes qui sont juste derrière et potentiellement là aussi qualifiée pour le second tour. On disait qu'en fait, c'est à chaque fois dans l'entre-deux tours, donc d'ici mardi 18h, dépôt des listes, que tout va se jouer. La liste donc de José Mazi, la maire sortante de Toulon, qui est donc certes à 28% seulement, mais qui, si éventuellement elle s'allie avec le candidat LR, pourrait devancer Laure-Lavalette au second tour. Tout ça, évidemment, est à prendre avec beaucoup de précautions, mais on voit que le match n'est pas plié, comme on le disait. D'autres villes, ce qu'on peut effectivement revoir, des résultats qui nous sont déjà parvenus depuis 20 heures, avec peut-être Perpignan, évidemment. Louis Alliot, qui lui est largement réélu dès le premier tour, avec 51,4%. La liste d'Agnès Langevin, place publique, n'est qu'à 15,8%. Autre ville dont on a les résultats ce soir, et puis je redonne le Baroque, Calais, avec la maire Natacha Bouchard, là aussi quasiment presque 60% des voix dès le premier tour, elle est réélue. Brice Teinturier, vous avez du nouveau. On a sur l'île où il y a beaucoup de listes, où les résultats sont très éclatés. Je n'ai pas encore les chiffres pour toutes les listes, mais je peux vous dire qu'il y a une bataille au couteau entre le PS et la France Insoumise, et qu'ils seraient chacun aux alentours de 25%. On va affiner ça. Regardez, on est à 26 effectivement pour la liste d'Arnaud Deslandes, qui est le maire actuel de Lille, et la liste de la France Insoumise à 25% également. Les écologistes à 16,2%, et Stéphane Bally qui arrive donc en troisième position. Violette Spilibou de Renaissance qui est à 12,5%. Jean-François Copé à l'instant qui revendique sa victoire au premier tour à Meaux, à l'AFP. On peut la confirmer ? Oui, je pense qu'on peut la confirmer parce que véritablement, c'est une ville d'abord qu'il maîtrise bien. Donc il a ses bureaux de vote, ce sont de bons résultats et il est très fortement enraciné à Meaux. Le tweet de Sébastien Lecornu, du Premier ministre. Merci aux électeurs de Ville-de-Vernon qui nous font confiance dès le premier tour des élections municipales pour la 3e fois. Et donc, ça passe aussi à Vernon. Pour lui, il était 3e sur la liste. Benjamin Duhamel. Un mot sur les estimations que l'on vient de voir concernant la ville de Lille. Et effectivement, cette surprise qui est le fait que la France Insoumise soit la liste soit haute, nettement devant la liste de Stéphane Bally. On est quasiment à 10 points. Ça va donc se jouer, ça va être extrêmement serré. Vraisemblablement une quadrangulaire, à moins qu'il y ait des alliances à gauche. Ça va se jouer à gauche. Et il faut dire aussi que, pas très loin d'ici, à Roubaix, les premiers éléments qu'on a concernant David Guiraud, le candidat insoumis, font état d'un premier tour où il serait extrêmement haut, au-dessus des 40%. Il faudra bien sûr regarder non seulement les spécificités locales, mais pour l'instant, pour la France Insoumise, ce sont des bons résultats, ce qui veut donc dire que la stratégie de mobilisation de certaines catégories, les jeunes notamment, fonctionne plutôt quand on voit ces premiers éléments qui remontent. C'est un enseignement que vous pouvez confirmer, Brice Teinturier. Puisqu'on a un faisceau d'indices, en tous les cas, qui pointe vers ça. Lille, c'est une ville très étudiante. Et il me semble qu'à Lille, en tous les cas, ce que fait Jean-Luc Mélenchon, en tous les cas la France Insoumise, c'est ce qui s'est passé pendant la présidentielle, quand Jadot a été littéralement aspiré, les électeurs de Jadot, qui étaient jeunes, qui étaient diplômés, ont été aspirés dans un vote Mélenchon. Donc on voit bien que la catégorie des jeunes, manifestement, la France Insoumise arrive à la mobiliser dans un certain nombre de villes, et puis dans les quartiers populaires, on le voit à travers Roubaix et d'autres éléments, ça semble avec fonctionner. un impact évidemment de l'actualité internationale, de ce qui se passe dans ces votes-là. Avec un impact de l'actualité internationale, avec aussi, il faut le dire, si d'aventure cette dynamique se confirme dans d'autres communes, une forme de dissonance entre le débat public à l'échelle nationale, les polémiques sur la mort de Quentin Derenc, sur les soupçons d'antisémitisme après les propos tenus par Jean-Luc Mélenchon, et très concrètement le comportement d'électeurs qui... Là encore, restons très prudents et il faudra voir la façon dont sont comportés. On attendra notamment de voir à Paris le score de Sophia Chikirou, mais là les bulletins, les bureaux de vote viennent à peine de fermer, mais de voir qu'en tout cas dans un certain nombre de communes, à Lille, à Roubaix, ce qui s'est passé pendant cette campagne et un certain nombre de sorties de Jean-Luc Mélenchon, et bien tout cela n'a pas empêché les électeurs de mettre un bulletin insoumis dans l'urne. Justement, on va prendre la direction de Paris et on va retrouver le QG d'Emmanuel Grégoire avec Magali Boissin. Magali, on imagine, au regard de ces premiers résultats que nous avons eus à Lille, à Roubaix, que Emmanuel Grégoire observera de près le score de Sophia Chikirou, également à Paris. Évidemment, le score de la candidate LFI sera particulièrement pertinent pour analyser le second tour qui aura lieu dans 7 jours. Mais pour l'instant, on est encore dans le plein suspense, l'incertitude à Paris, alors que le dépouillement a commencé il y a quelques minutes.
C'est tout l'enjeu dans la capitale. Est-ce que finalement Paris va basculer à droite ou pas après 25 années de gestion socialiste? Est-ce que le candidat de la gauche, Emmanuel Grégoire, hors LFI, va faire un bon score au premier tour? Il espère être en tête, mais Rachida Dati, son adversaire, la candidate des LR, est déterminée. Elle se rêve maire de Paris. C'est le combat de sa vie, a-t-elle dit. Il ne faut pas oublier les autres candidats. Il y en a beaucoup de LFI à Reconquête qui pourraient se retrouver en position d'arbitre au second tour s'il passe évidemment la barre des 10%. Ça peut être le cas de Sophia Chikirou pour LFI, ça peut être évidemment le cas pour Sarah Knafo de Reconquête ou Pierre-Yves Bournazel au centre. Et puis on ne sait toujours pas à qui profite la participation en hausse à Paris. Donc on attend la réponse dans quelques instants. Merci Magali. Juste une première confirmation. Édouard Philippe, largement en tête, je vous le disais tout à l'heure, avec 43% des voix. Résultat pour le moment, puisqu'il est provisoire. Oui, allez-y. Estimation complète à Lille, qu'on est en état de vous donner. Donc on confirme que la candidate France Insoumise serait à 25%, Arnaud Deslandes pour le PS et le PC à 26%, donc vous voyez un mouchoir de poche. L'écologiste Stéphane Bally, qui avait échoué de très très peu la dernière fois, à 207 voix, si ma mémoire est bonne, serait largement derrière à 16,2%. Violette Spielbout serait pour Renaissance à 12,5, donc très loin derrière. Voilà, vous avez les principaux. Donc là aussi, la question va se jouer. Qu'est-ce qui va se passer à Lille qui va se maintenir? Est-ce que les écologistes peuvent faire alliance avec les Insoumis pour faire chuter le PS qui tient la ville depuis des années? Est-ce que c'est un scénario envisageable? En tout cas, c'est la preuve, c'est un scénario qui est envisageable, et c'est la preuve, encore une fois, de l'aspect absolument crucial de ce qui va se jouer entre aujourd'hui, il est à peu près un peu plus de 20h21 et mardi 18h, l'heure à laquelle les listes seront déposées en préfecture. Le Parti socialiste, le Bureau national s'est déjà réuni en début d'après-midi. Ils vont de nouveau se voir dans la soirée pour décider de ce que peuvent être les prises de position, de savoir dans quelle mesure aussi le parti à l'échelle nationale a tout à fait une marge pour imposer des décisions à des candidats qui parfois peuvent décider de s'exonérer de ce qui a été donné comme consigne. La question à partir de maintenant, c'est les alliances avec ce ménage à trois, si vous me permettez l'expression, entre les écologistes, la France Insoumise et les socialistes. Mais il n'y aura pas forcément, justement, de coagulation, parce que les deux listes, celle de la France Insoumise et celle du PS, peuvent rester et jouer la compétition pour le second tour. Il n'y a pas besoin de fusion. Ça se joue entre elles, beaucoup plus. Ça, donc on saura verra surtout dans les pour les prochaines écologistes, ce que feront les écologistes. Dans les prochaines heures, demain et jusqu'à mardi 18h, dépôt des listes, et on verra qui s'est retiré, qui ne s'est pas retiré. On était au QG d'Emmanuel Grégoire il y a un instant. On va retrouver Astrid Mesmorian, qui est au QG de Rachida Dati maintenant à Paris. Est-ce que vous avez déjà, alors vous allez me dire que c'est trop tôt, mais est-ce que vous avez déjà des premières tendances ? Non, pas de première tendance. Et l'attente règne ici. Le QG qui était vide tout à l'heure, pour le coup, c'est vraiment rempli. Ici, bien sûr, tous espèrent que la ville socialiste, depuis un quart de siècle, puisse basculer à droite. Et vous savez, Paris, bien sûr, a valeur de trophée. C'est l'ancien fief de Jacques Chirac. Pour Rachida Dati, c'est la deuxième tentative. Elle a appelé ces derniers jours de campagne au vote utile, estimant être la seule à même de pouvoir l'emporter face à la gauche. Mais elle a eu sur sa route deux obstacles de taille, nommés Pierre-Yves Bournazel, l'autre candidat du Bloc central, et Sarah Knafo, la candidate d'extrême droite. Alors bien sûr, le risque pour Rachida Dati ce soir, c'est la dispersion des voix. On peut être absolument certain que les tractations vont aller bon train jusqu'à mardi, mais pour l'instant, sur les chiffres, le suspense est total et on attend normalement une prise de parole de Rachida Dati dans quelques instants. Merci Astrid. On a Rennes qu'on peut vous donner en estimation avec la maire sortante Nathalie Appéré pour le PS qui est en tête à 33,3%. Très largement, vous nous dites Brice, elle devance en tout cas l'Union au centre qui est Charles Compagnon à 21,1% et la France Insoumise à 19,1%. Brice, une première analyse à chaud sur la ville de Rennes. Eh bien là, une France Insoumise encore en capacité de se représenter, de se maintenir en tous les cas pour le second tour. On voit mal d'ailleurs pourquoi elle se désisterait. On a également une liste Renaissance Modem qui pourrait se maintenir à 21%, 21,1%, 33,3% pour Nathalie Appéré dans notre estimation et pour la LFI 19,1%. Donc c'est le rapport de force et c'est le rapport de force qui va se jouer dans l'entre-deux tours. Souvenons-nous de ce qui s'est passé après le premier tour des législatives en 2024. Les choses peuvent considérablement bouger.
Benjamin, on va voir apparaître sur ce grand écran les résultats et en tout cas ou les estimations dont on dispose à 20h24. On a Natacha Bouchard à Calais avec 59% qui est réélue. On a à Rennes Nathalie Appéré. Regardez, Benjamin, maintenant, Calais, Natacha Bouchard. Les résultats suivants. Oui, Natacha Bouchard qui est élue au premier tour. Je crois, si on peut déjà tirer 3 enseignements de cette soirée. Le premier enseignement, c'est que du côté du Havre, on est soulagé dans l'entourage d'Édouard Philippe, puisque là où certains s'attendaient à avoir un premier tour beaucoup plus serré, il est à 43% selon des résultats provisoires, mais sur une grande majorité des bureaux de vote. Il est donc en très bonne posture. Le deuxième enseignement, ce sont les performances des listes de la France Insoumise. On l'a vu notamment à Lille qui arrive en deuxième place. Et le troisième enseignement, c'est que le Rassemblement national fait aussi des scores. Louis Alliot est élu au premier tour à Perpignan. Laure Lavalette à 42%. Voilà donc les 3 enseignements qu'on peut déjà tirer. Merci à vous, Benjamin Duhamel. Merci, Brice Teinturier. Et merci, Laurent. Merci, Léa. Ben oui, on est obligé de rendre l'antenne. Il y a une cérémonie qui nous attend maintenant, mais on sera plus présent la semaine prochaine. Et puis la soirée, elle continue sur France Info, Canal 16, sur France 3. Avec Francis Letellier, évidemment. Mais tout de suite sur France 2, vous le savez, c'est la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques d'hiver de Milan-Cortina. Eh bien, c'est à suivre tout de suite. Merci, Laurent. On aime la politique sur France Télévisions et ça se poursuit et ça continue. Et à la semaine prochaine pour nous, en tout cas.